Bienvenue sur le webinaire de Calentis sur le protocole d'accord préélectoral en partenariat avec le cabinet LPS. Cet atelier passera en revue les enjeux de la négociation de cet accord pour anticiper au mieux votre prochain mandat. Bon visionnage. Et il y a bien la question de la représentation proportionnelle des hommes et des femmes dans les listes que vous allez présenter. Attention parce que la règle, c'est une parité pondérée. Je pense que Camille après va vous donner aussi des éléments parce que, bien entendu, c'est un sujet qui est extrêmement présent dans la jurisprudence. Il faut que l'employeur vous communique les informations qui vous permettent de comprendre quelle est la composition pour chaque collège en matière de représentation homme-femme, parce que ça va avoir une conséquence sur l'élaboration que vous allez faire des listes électorales. On pourra rentrer un peu plus dans les détails dans le cas de cet atelier, mais c'est un sujet qui est extrêmement important parce que vous ne pouvez pas faire l'impasse de cette règle. Et tout va dans le sens de pousser de plus en plus les organisations syndicales à être vigilants sur la constitution des listes de manière à pouvoir respecter cette parité pondérée. Et un dernier sujet qui a également des impacts d'après les retours qu'on peut avoir, y compris sur les niveaux de participation, c'est la question finalement de savoir si il y aura un recours au vote électronique ou pas, dans la mesure où il faut savoir que si on s'inscrit dans le recours au vote électronique, il va falloir prévoir un accord spécifique dédié aux aspects qui permettent de répondre pas seulement à l'organisation, mais aussi à toutes les problématiques en matière d'RGPD et des préconisations qui sont aujourd'hui données par l'ACNIL sur ces questions. Si on va sur quelques points de vigilance qu'on peut déjà commencer à évoquer sur ces différents sujets qu'on a pu annoncer, qui sont encore une fois les sujets incontournables. Ça veut dire que dans le protocole électoral, on doit trouver la position des négociateurs sur ces différents thèmes. Pour ce qui relève de la modalité d'organisation des élections, ça va avoir également des impacts sur comment on va procéder pour la communication des PV vis-à-vis de l'administration, vis-à-vis des obligations. Donc, que vous choisissez les votes à l'urne ou les votes électroniques, vous allez avoir des procédés vis-à-vis de l'administration et des communications à la fois des listes et des PV qui ne sont pas les mêmes. Donc, ça, c'est un premier point de vigilance, hein, tout ce qui relève de l'organisation, on disait. Et pour ce qui est de la répartition des sièges, si jamais vous estimez que dans votre organisation de dialogue social, c'est important d'aller vers la reconnaissance des établissements distants, il faut savoir qu'il faut également un accord dédié sur ces questions. Donc, on rentrera un tout petit peu dans le détail, mais cette question de la reconnaissance d'établissement, elle est d'autant plus compliquée que, bon, partie d'entre vous, peut-être vous avez déjà été confrontés. La difficulté, c'est qu'on n'a pas de définition légale de qu'est-ce que c'est qu'un établissement. Donc, si on veut la reconnaissance d'établissement pour pouvoir aller vers une configuration CSE centrale avec des représentations au niveau des établissements, il faut penser aussi dans ce qui est une négociation plus globale, que ça sera un sujet sur lequel il faut pouvoir se mettre d'accord avec des caractéristiques des majorités qui sont un peu différentes. Pour ce qui est de la proportion des femmes et des hommes qui composent chaque collège, sachez que c'est une disposition d'ordre public, c'est-à-dire que même si on se met d'accord entre négociateurs, on ne peut pas faire l'impasse. C'est-à-dire on ne pourrait pas dire, ben, quand on regarde notre composition, on peut estimer que finalement, pour certains collèges, on pourrait faire l'impasse. Non, ce n'est pas possible. Ça, on est bien dans une disposition d'ordre public. C'est pour ça que c'est extrêmement important que l'employeur vous communique les informations qui vous permettent de savoir quelle est la proportion, une fois qu'on s'est mis d'accord sur les collèges,
qu'on va avoir apparaître dans notre PAP. Et pour ce qui est de recours au vote électronique, il y a des évolutions qui sont issues de la loi du travail, hein, donc ça commence déjà à avoir un certain historique, cette question de recours au vote électronique. Et ce qui disait la loi du travail, c'est que ça pouvait se mettre en place par décision de l'employeur, mais désormais, il y a eu des évolutions sur ces questions. Peut-être qu'on peut déjà ouvrir, parce que je vois qu'il y a un certain nombre de questions qui s'affichent dans les chats. Oui, alors si vous voulez, donc on vient de finir un premier thème. Donc concernant les questions, pour ceux qui veulent les poser à l'oral, on va vous demander de lever la main donc sur Teams avec donc le petit émoticône pour vous signaler. Et dans ce cas-là, après, on vous demandera d'ouvrir votre micro. Et en attendant, on a reçu une question dans le chat. Donc, alors, on va commencer peut-être par la question de Jeannette. Là, vous m'entendez? C'est parfait. Oui, bonjour. Par rapport à votre question, la question de la proportion, on se base sur un effectif, le dernier bilan social qui date de quasiment 1 an, ou il faut avoir un chiffre plus récent? Camille, tu retournes ton micro. Oui, bonjour. Donc, Camille Marty, je vais répondre à votre question. Alors, il faut savoir que tout ce qui va concerner en fait les effectifs, la façon dont on va prendre en considération l'état de l'entreprise à un moment T pour les élections, tout ça, ça ne peut pas être ancien. Et la jurisprudence de la Cour de cassation était claire. On doit examiner la situation de l'entreprise, que ce soit pour les effectifs, les sièges, etc., au jour du premier tour du scrutin. Donc, on ne peut bien évidemment pas se baser sur les éléments des bilans d'il y a 1 an. Et c'est un peu tout l'enjeu de la négociation lorsqu'on rentre en négociation de PAP, c'est d'avoir les bonnes infos sur l'effectif notamment, sur sa composition, sur les qualifications et les classifications des salariés, mais des informations qui soient effectivement actuelles. Et la problématique qu'on a souvent dans la négociation du PAP, et notamment pour définir la proportion homme-femme dans chaque collège électoral, c'est qu'il se passe toujours un temps entre le moment de la négociation du PAP, qui intervient par définition avant la date du scrutin, et donc le premier jour du scrutin. Et donc, il y a toujours un décalage, et c'est toujours ça qui pose problème. Ce décalage, vous pouvez aussi l'utiliser, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un intérêt à chipoter, hein, si je puis m'exprimer comme ça, sur le fait qu'on va avoir des rentrées dans les effectifs après la négociation du PAP, ce qui ferait augmenter les effectifs et passer une tranche pour la mise en place et la prise en considération du nombre de sièges dans l'entreprise. Et c'est vrai que la règle, c'est la date du premier tour du scrutin. Il ne faut pas non plus être ultra tatillon sur cette question, parce que c'est vrai que comme la date normale d'appréciation de ces effectifs, c'est la date de premier tour du scrutin, les chiffres qu'on a à un moment T sont forcément des chiffres quand même qui restent des prévisions. Donc, on peut utiliser cette question que quand ça a une utilité, mais sur la répartition et la proportion homme-femme, ce qui est le plus important, c'est d'avoir vraiment une information claire, nette et complète sur cette proportion et d'avoir des chiffres et des proportions définitives. Parce qu'en fait, le problème, c'est que dans le PAP, si cette proportion, elle n'est pas fixée, et ça fait partie des actualisations dont je voulais vous parler, eh bien, l'employeur peut la fixer unilatéralement, certes sous le contrôle des syndicats, mais il peut le fixer unilatéralement après la négociation du PAP. Et le problème, c'est que vous, en parallèle, vous avez des listes à constituer, vous avez des dates de limite de dépôt. Donc, il peut y avoir une vraie problématique de sécurité juridique si ce chiffre n'est pas connu, figé dans le marbre au moment de la négociation du PAP.
Mais bon, pour vous répondre de façon synthétique, on ne peut pas se baser sur les vieilles informations. Vous devez, dans le cadre de la négociation du PAP, avoir des informations actualisées sur la composition des effectifs, le nombre d'hommes et de femmes, leur classification, etc., pour pouvoir déterminer plusieurs sujets de négociation, le nombre de sièges, la répartition des collèges, la répartition des électeurs, etc., etc., et également la répartition hommes-femmes par collège électoral. Merci. Alors, une précision de M. Wisniewski qui concernant les effectifs à prendre en compte sur le fait que les personnels des entreprises intervenantes sur les sites se calculent, sont pris en compte et en ETP. On va donner... Pardon, on va donner la parole à M. Brugman. Oui, bonjour. Donc c'est la question que j'ai posée par écrit. On voulait savoir concernant le nombre et la composition des collèges électoraux, quelle est la règle qui s'applique si on n'a pas d'accord, comme vous précisez ici que c'est l'unanimité qui est exigée Oui. pour la règle dérogatoire. Ouais. Alors pour les collèges électoraux, effectivement, on peut entre guillemets négocier sur ce point-là, mais il faut un accord unanime. Après, il y a des choses qui ne sont pas possibles même par voie d'accord unanime. Par exemple, vous savez qu'à partir de 25 cadres dans l'entreprise, on est obligé de créer un collège spécifique, donc un 3e collège cadre. Et dans ces cas-là, on ne peut pas, même par la voie d'un accord unanime, y renoncer. S'il y a fusion. Non, s'il y a plus de 25 cadres, c'est une disposition qui ne peut pas être négociée. Entre guillemets, on considère que c'est d'ordre public, donc on ne peut pas faire disparaître le collège cadre, même par la voie d'un accord unanime. Une fois que j'ai dit ça, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on n'est pas d'accord? Quand on n'est pas d'accord sur le nombre de collèges, on revient sur les dispositions légales, donc 1 ou 2 ou 3 collèges en fonction des configurations de l'entreprise. Collège 1, employé, ouvrier. Collège 2, agent de maîtrise, technicien, etc. Et collège 3, le cas échéant, cadre. Après, la problématique, c'est que, en règle générale, quand on n'est pas d'accord sur l'ensemble du document. Sur l'ensemble du document PAP, donc il n'y a pas de signature par les organisations syndicales, donc il n'y a pas la conclusion de ce fameux accord. Et donc la question, c'est plutôt qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas d'accord sur le PAP. Et là-dessus, c'est quand même important d'avoir effectivement la visibilité sur ce qui se passe après. Si le PAP n'est pas signé, l'employeur peut, entre guillemets, tout faire tout seul. Donc, il peut procéder par voie de décision unilatérale, sauf s'agissant de la répartition des sièges et des électeurs entre les collèges. Ça, dans ces cas-là, il ne peut pas passer outre le refus des organisations syndicales de signer. Et dans ces cas-là, c'est un point qui est nécessairement et obligatoirement tranché par l'administration, la DRIETS maintenant. Et ça, c'est important à savoir parce que du coup, ça peut, dans certains cas, si vous le souhaitez, être un levier de négociation parce que forcément, lorsqu'on n'est pas d'accord sur l'ensemble du document et qu'on est face à un employeur qui devra ensuite saisir l'administration, on est sur des choses, des processus électoraux beaucoup plus longs, étant précisé que les mandats sont prorogés jusqu'à ce que l'administration statue. Et par défaut, il n'y a pas une règle de proportionnalité entre le nombre de sièges attribués à chaque collège électoral et les effectifs entre cadres, non-cadres. Alors, quand c'est l'administration qui statue, effectivement, elle ne s'embête pas, elle fait un système de proportion. Par contre, par la voie de la négociation, dans le cas du PAP, vous faites ce que vous voulez, à partir du moment où il y a au moins un siège par collège. Vous ne pouvez pas dépouiller un collège de tout siège. Donc, il y a forcément un siège par collège. Très bien. Écoutez, je vais vous proposer de continuer la présentation. Concernant les questions qu'on a pu recevoir à l'écrit, ne vous inquiétez pas, soit on peut les traiter à la fin, soit on vous y répondra donc lorsqu'on vous enverra le support. Alors. Donc, si on passe à la question de finalement,
comment on traite les sujets dont on peut être amené à parler quand on négocie au titre de PAP, mais on le disait très rapidement, il peut y avoir d'autres sujets qui vont avoir des conséquences sur le fonctionnement du CSE. Donc, vous savez que pour certaines de ces structures, c'est le cas. Sinon, c'est de plus en plus conseillé de dire, finalement, on organise nos sélections professionnelles, mais ce qui nous intéresse aussi, c'est de savoir avec quels moyens le CSE va pouvoir fonctionner. Et donc, pour ça, on voit que la pratique commence à être de plus en plus répandue. Quand il y a présence syndicale, il ne faut pas oublier de négocier sur finalement quels sont les moyens qui vont être accordés à l'instance CSE pour fonctionner correctement. Et pour beaucoup, les premiers mandats, ça a été accouché dans la douleur. Hein. C'est vrai que les dialogues sociaux à distance n'ont pas amélioré les choses. Donc, c'est aussi l'occasion de pouvoir éventuellement réfléchir in fine, quels sont les moyens qui nous paraissent incontournables pour améliorer les fonctionnements de l'instance au regard d'un dossier de mandat. Donc, attention, parce qu'on est parfois tenté de faire ça au moment de la négociation du PAP, même si c'est possible, hein, parce qu'on sait, vous le savez très bien, quand vous allez à la négociation, il peut y avoir des choses qui dépassent les périmètres de ce qui est l'accord qui nous intéresse, mais à ce moment, il faut être vigilant sur le fait que d'un point de vue juridique, ça sera sur des accords distants. Pour le dire de manière synthétique, un accord des moyens du CSE n'a pas les mêmes conditions de validation qu'un accord PAP. Donc, ça suppose que, pour le coup, quand vous allez négocier votre accord de protocole électoral, vous êtes sur un principe de validation de l'accord qui suppose que la représentativité des organisations syndicales n'est pas la même que quand on est sur un accord des moyens du CSE. Donc, attention, ce n'est pas que vous ne pouvez pas aborder ces sujets, mais il faut faire attention au périmètre des négociations au regard de votre accord de protocole électoral. Et on les verra, il peut y avoir, une fois qu'on a dit quels sont les éléments obligatoires que vous trouvez dans les débuts de notre support, il peut y avoir bien entendu des éléments qui sont facultatifs dans la négociation. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur la base, qu'est-ce qu'on pourrait négocier d'autre? Et dans ces sujets qui sont facultatifs, on rentre déjà dans des notions de fonctionnement. Mais attention, les PAP n'est pas un accord des moyens, et l'accord des moyens, il a intérêt à exister en tant que tel, y compris à reprendre des éléments qui ont pu être déjà tranchés au niveau du PAP, comme ça peut être la notion d'établissement, comme ça peut être la notion de collège électoral. Pour ce qui est des clauses facultatives, une fois qu'on s'est mis d'accord, imaginons avec l'employeur sur ce qui constitue la base, quelles sont les dispositions plus favorables sur lesquelles vous pouvez tenter d'obtenir des mesures qui seraient intéressantes. Sachez qu'il est possible effectivement de discuter au titre du PAP sur ce qui est l'augmentation du nombre des représentants du personnel à élire. Donc, on peut jouer sur les nombres des futurs élus au niveau de chaque siège. On peut aussi avoir des crédits d'heures pour les candidats qui sont plus importants que ceux qui prévoit la loi. Il peut y avoir, c'est un point qui est intéressant, il peut y avoir aussi une suppression de la condition d'ancienneté pour être électeur ou être éligible. Mettons que vous avez des difficultés parfois pour constituer les listes sur cette notion de représentation proportionnelle des hommes et des femmes. Et il peut y avoir des gens qui n'ont pas la condition d'ancienneté, mais qui pourraient se porter volontaires pour être candidats. Donc ça, c'est un point qui pourrait vous dépanner. Il peut y avoir aussi la possibilité de modifier les nombres des sièges, les volumes d'heures individuels, et puis plus largement, sachez qu'il y a un autre élément sur lequel vous pouvez vous reposer, notamment si vous êtes dans des petites structures, que ce soit au niveau de l'entreprise ou au niveau des établissements. Et la condition des limitations des 3 mandats successifs, hein, on n'est pas encore pour la plupart, mais ça va venir très rapidement, surtout pour ceux qui ont passé plus tôt
ou ceux qui sont sur des accords de durée des mandats courts, plutôt que 4 ans, il y a certaines équipes qui sont signées pour 200, pour 300. Donc, cette condition, elle peut faire l'objet d'une négociation et vous pouvez faire l'impasse. Ça veut dire qu'il pourrait avoir une succession des mandats au-delà des 3 pour les structures, pour l'instant, entre 50 et moins de 300 salariés. Alors, au niveau des questions, on a des questions notamment sur la distinction entre le PAP, l'accord de moyens et l'accord dialogue social. Peut-être faire un petit rappel sur ces sujets-là. Camille, tu mets ton micro. Et le micro. Ah, on ne t'entend pas. On ne t'entend pas, Camille. Ah, pardon. Ouais. Pareil, ça a coupé. J'ai pas entendu la question. Dites-moi. D'accord. C'était en fait, on a 2 questions par écrit là qui demandent la distinction entre le PAP, l'accord de moyens et l'accord dialogue social. D'accord. Alors oui, effectivement, ça c'est quand même important vraiment de revenir là-dessus. Alors, les élections professionnelles, quand on parle d'élections professionnelles, préparation des élections professionnelles, on pense immédiatement au PAP, parce que c'est lui qui organise les élections. Le problème, c'est que maintenant, depuis maintenant plusieurs années, ce qui se retrouvait dans un document unique qui était le PAP avant, maintenant a été un peu dispatché dans plusieurs accords différents. Donc, effectivement, on ne peut plus trouver dans le PAP le découpage de l'entreprise en établissements distincts. On ne peut plus trouver dans le PAP les dispositions qui vont concerner notamment, par exemple, le fonctionnement du CSE, le nombre de réunions, les expertises, etc. Donc ça, à la limite, c'est plus classique. On avait quand même l'habitude d'avoir des accords un peu sur les moyens donnés au comité d'entreprise, mais c'est vrai que ce qui est extrêmement perturbant, c'est que désormais dans le PAP, il y a des choses qui ont été sorties, notamment le découpage de l'entreprise en établissements distincts. Donc, ce qu'il faut bien avoir en tête lorsqu'on va se préparer à entrer dans un nouveau cycle de mise en place du CSE, c'est de savoir séquencer sa négociation. À mon sens, il faut faire les choses de façon assez logique, c'est-à-dire d'abord se poser la question du découpage de l'entreprise. C'est-à-dire, est-ce que l'entreprise reste unique avec un seul établissement et donc un seul CSE, ou est-ce qu'on la découpe en établissements distincts? Et ça peut faire l'objet, et ça doit faire l'objet d'un accord qui ne porte que sur justement le découpage de l'entreprise. Mais c'est un accord collectif, ce n'est pas dans le PAP qu'on a cette problématique-là, ce qui est assez étrange parce que ça conditionne aussi les endroits où vont avoir lieu les élections. Donc, premier temps de la négociation, à mon sens, il faut se poser la question du découpage de l'entreprise. Ensuite, une fois qu'on a déterminé le nombre d'établissements, il peut se poser le temps et le moment de la négociation des moyens de fonctionnement du CSE, notamment. C'est le fameux accord de dialogue social dans lequel on va trouver les règles de fonctionnement du CSE, les commissions, les consultations, les expertises, etc. Mais c'est également là-dedans qu'on peut retrouver les dispositions sur la représentation syndicale dans l'entreprise. Qu'est-ce qu'on a comme type de représentants syndicaux éventuellement en plus par rapport à ce que nous donne la loi. Et c'est également dans ce document, ce qui n'est pas du tout naturel à mon sens, qu'on va trouver la durée des mandats des membres du CSE, par exemple. Ce n'est pas dans le PAP qu'on aura cette disposition. Donc toutes ces dispositions vont se retrouver dans l'accord dialogue social. Et ce n'est qu'une fois qu'on a négocié tous ces aspects-là qu'on va rentrer dans la négociation du PAP. Alors, je sais que c'est quelque chose qui est beaucoup plus simple à faire dans les grosses structures parce qu'on a l'habitude de ce séquençage de dialogue social. Dans les petites structures, le problème, c'est que déjà, se retrouver à la table de négociation avec l'employeur, c'est quasi un miracle parce que l'ouverture de négociation est compliquée. Et je sais qu'il y a pas mal de structures où finalement, la seule grande réunion de négociation pour parler CSE, c'est le PAP. Et c'est vrai qu'on voit malheureusement encore dans le PAP des dispositions qui ne relèvent pas du PAP, notamment des PAP qui prévoient des droits supplémentaires pour l'instance,
alors même que ce n'est pas le support. Et le problème qu'on a, c'est quelle est la portée de ces clauses, parce que normalement, ce n'est pas dans le PAP, ce n'est pas un accord PAP qui doit être concerné par ces problématiques. Bon, après, c'est toujours mieux que rien, mais il faut bien avoir conscience qu'il y a un document par sujet. Donc, il y a les accords découpage en établissement, l'accord dialogue social sur les moyens du CSE et le PAP qui ne concerne vraiment que les modalités d'organisation des élections. Question de Madame Adair. Oui, bonjour. Donc, si j'ai bien compris, nous, on est actuellement 2 CSE distinctes avec un CSE central et la direction envisage, pour les prochaines élections qui auront lieu au mois de janvier, de faire un seul et unique CSE qui ne nous ravit pas. Donc déjà, est-ce qu'on peut s'y opposer ou est-ce qu'ils peuvent prendre la décision de manière unilatérale? Et d'autre part, donc si j'ai bien compris, ça ne sera pas dans l'accord préélectoral, ça sera dans un accord collectif distinct de l'accord préélectoral. C'est ça. Du coup, mais ça peut se faire au même moment que de la réunion de l'accord préélectoral? On essaie de séquencer un peu dans le temps, hein, c'est un peu... il faut d'abord savoir dans quel cadre vont avoir lieu les élections et comment vont être organisées les instances avant de se poser la question du PAP. Tout mettre en même temps, c'est vrai que c'est assez confusant à mon sens. Donc, il faut pouvoir séquencer les temps de négociation. Mais s'agissant justement du découpage de l'entreprise en établissements distincts, ce qui se passe, c'est que théoriquement, l'employeur est obligé d'ouvrir une négociation pour parler de ces sujets-là. Et ce n'est qu'à défaut de réussite de négociation sur ce point-là qu'il peut passer, entre guillemets, en force en définissant lui-même les établissements distincts. C'est ce qu'ils vont faire, parce qu'on n'est pas d'accord. Ouais. Mais en fonction de sa décision, c'est une décision qui vous appartiendra de contester devant l'administration pour obtenir, le cas échéant, la fusion en un seul CSE, enfin ce que vous voulez obtenir compte tenu des critères de l'autonomie de gestion qui sont celles qui dirigent la notion d'établissement distinct. Voilà, mais il peut passer en force, à charge pour vous ensuite de contester la décision. Mais il doit obligatoirement, au préalable, être passé par la case de négociation, l'ouverture de la négociation. Mais in fine, s'il décide, il fait quoi, hein. Même si après on dit qu'on n'est pas d'accord, ça ne changera rien finalement à sa décision, puisque il passe quand même en force. Il passera en force au final, quoi. Après, c'est tout le jeu des leviers et des forces que vous pouvez avoir dans le cadre de la négociation. C'est-à-dire que, bon, si il décide de passer en force sur la question du découpage de l'entreprise, vous pouvez d'ores et déjà quand même commencer à dire que, bon, à ce moment-là, vous ne jouerez pas forcément le jeu s'agissant de la signature du PAP. Et que il peut se retrouver avec des saisines de l'administration et une obligation de saisine de l'administration et un processus beaucoup plus long avec prorogation de vos mandats actuels. Tout est une question de trouver des leviers de négociation et savoir, entre guillemets, quel est le point qui va poser problème à votre employeur pour pouvoir l'utiliser à votre avantage. Ok, d'accord, merci. Écoutez, je vous propose de continuer la présentation. Donc, on va regarder, parce qu'on verra que ça peut avoir un impact sur la manière dont on s'organise. Camille vient de l'évoquer. Au fond, il y a plusieurs négociations dans ce qui était, il y a quelques temps, la négociation d'un protocole électoral. Aujourd'hui, vous savez, plusieurs sujets sur lesquels il faut aller à la négociation. Donc, on vous invite à porter une attention particulière au calendrier, sachant qu'on s'aperçoit que souvent les équipes ils laissent un peu la main à l'employeur sur la question des calendriers, alors que c'est essentiel sur votre capacité à vous organiser et apporter certaines revendications. Donc, pour le coup, par rapport au calendrier, on vous donne quelques éléments, quelques points de vigilance pour vous mettre déjà au moins dans une posture de dire quels seront les délais
à minima qu'il faut respecter, sachant que c'est jamais une bonne politique d'être sur les délais à minima. Mais c'est souvent ce qui se passe quand on laisse la main à l'employeur pour organiser les sélections professionnelles. Pour ce qui pourrait être l'ordre des éléments qui peuvent vous faciliter la tâche pour faire ces simulations, on vous a mis les liens d'un site de gouvernement qui permet d'organiser les sélections professionnelles, qui permet d'organiser au sens, c'est un site qui propose des outils pour faire des simulations, à la fois sur les calendriers, sur la constitution des collèges, sur le nombre de sièges. Donc ça, il ne faut pas hésiter à vous en servir, hein, parce que ça va vous donner les éléments de cadrage qui sont prévus par la loi et qui, bien entendu, sont validés par l'administration. Et ça vous permet d'avoir déjà votre propre vision, attendez pas celle de l'employeur, de finalement de quel temps on dispose et quels sont les moments clés dans l'organisation de cette négociation. Donc, par rapport à l'exemple qu'on peut retenir, sachez que c'est intéressant de fonctionner en rétro-planning. C'est-à-dire, moi, je ne parte pas de la date où je vais informer l'employeur va informer les personnels de l'organisation des sélections professionnelles, pardon, mais je pars toujours de la date qui m'intéresse, c'est l'expiration des mandats en cours. Ça, c'est essentiel parce que c'est quelque part la date qui va me permettre de savoir finalement à partir de quel moment on doit commencer les négociations qui vont nous permettre d'arriver à ce rendez-vous qui est le premier tour des élections professionnelles. Donc, une fois que vous savez identifier cette date d'expiration des mandats en cours, hein, qui quelque part vous l'avez, parce que ça va dépendre de la durée de votre mandat. Si vous êtes dans la durée légale, c'est 4 ans. Si vous savez négocier autre chose dans vos accords, il faut les garder à l'esprit parce que c'est vraiment la fin du mandat qui va être votre point de départ. Et sachez que d'une manière générale, on ne peut pas comprimer les délais au-delà de ce qui serait 90 jours. Parce que pour les coups, dans ce délai, il faut faire attention au moment où l'employeur il lance la formation auprès du personnel, les moments où il va inviter les organisations syndicales à négocier, point très important parce que peut-être que vous n'avez pas l'habitude de recevoir des organisations syndicales qui ne sont pas représentatives dans votre structure pour négocier, mais c'est possible. C'est-à-dire que l'employeur, il doit se donner le temps d'envoyer une lettre d'invitation à toutes les organisations syndicales représentatives, y compris en dehors de ce qui est votre structure, pour donner la possibilité, s'il les souhaite, de venir négocier. Ensuite, il y a effectivement les réunions de négociation et il y a un deuxième moment où on vous invite à être particulièrement vigilant, c'est les positionnements de ce qui serait un deuxième tour au regard de délai qu'on a prévu entre les premières et l'expiration des mandats. Pour les dire autrement, finalement, quel est le temps que vous vous laissez pour l'organisation de ce deuxième tour, sachant qu'il pourrait y avoir des enjeux de participation qui vont se présenter différemment que quand on les regarde sur le premier tour. Et il y a une constitution des listes pour le premier tour. En fonction des résultats qu'on a obtenus, les organisations syndicales peuvent décider de fonctionner différemment, de présenter de nouvelles listes, mais pour le coup, constituer de nouvelles listes, c'est à l'initiative des organisations syndicales. Et donc, à ces moments, il faut être assez vigilant pour que tout ça ne se passe pas dans la précipitation. Pour ce qui est effectivement la question des invitations, il y a des règles différentes selon que les syndicats soient représentatifs dans la structure ou pas. Mais les règles, vous les savez, ce sont des règles qui sont fixées par la loi. Et par contre, ce qui est important aussi de retenir, c'est qu'en fonction de la présence ou pas des syndicats ou de la section syndicale dans l'entreprise ou dans l'établissement que vous représentez, l'employeur, parfois,
il peut envoyer les invitations, par exemple, à votre fédération syndicale. Il peut envoyer l'invitation à votre section syndicale. Donc, soyez vigilants justement toujours sur les questions des calendriers, parce que parfois, vous voyez que la date arrive et que vous n'avez rien reçu. Et c'est parce que l'employeur a fait le choix de s'adresser plutôt aux instances au niveau syndical qu'à la représentation telle qu'elle est présente dans votre structure. Donc, voilà, point de vigilance majeure. Autant si c'est précisé, ça va mieux. Mais on a connu des cas, effectivement, de ces équipes qui s'étonnaient parce qu'ils ne recevaient pas l'invitation alors qu'elle était bien adressée au niveau de la section syndicale. On peut peut-être ouvrir des questions là au niveau de problématiques de calendrier. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, on avance. A priori, il n'y en a pas eu. Alors peut-être il y avait une question à l'écrit sur la question de la constitution d'un nouveau syndicat par Madame Huette. Si vous voulez poser votre question directement. C'était donc si un nouveau syndicat, oui, allez-y. Oui, ma question était si on est un nouveau syndicat constitué depuis moins de 2 ans, mais dont le syndicat existe depuis un certain temps, est-ce qu'on sera invité aux négociations du PAP? Est-ce que je suis assez claire? Je réponds? Oui. D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas d'affiliation à une OS représentative au niveau national et interpro? C'est vraiment un syndicat créé en dehors des grandes centrales que l'on connaît. Alors, c'est rattaché à la CAT. On m'a dit que c'était bon, que ça correspondait à une organisation, mais comme je ne la vois pas affichée dans la liste de ce que vous avez constitué, la Confédération autonome du travail, je vous pose la question parce que je suis un nouveau syndicat, Confédération autonome, au sein de mon entreprise. Oui, parce qu'a priori, c'est pas au niveau national interprofessionnel, mais il faudrait voir au niveau de votre branche. Je ne pense pas que ça soit la représentativité était reconnue au niveau d'une branche. Mais dans ces cas-là, à partir du moment où vous respectez, enfin, le syndicat respecte quand même un certain nombre de critères, valeurs républicaines, indépendance, légalement constitué au plus haut. Ah non, vous avez moins de 2 ans d'existence? En fait, le syndicat a plus de 2 ans d'existence puisque c'est la reprise d'un syndicat dormant. Parce que vous êtes affilié à un niveau supérieur, c'est ça. Donc voilà. Donc, si vous respectez les critères qui sont les critères classiques, sauf l'audience en gros, vous devez être invité. Mais dans ces cas-là, l'invitation, elle se fait par tout moyen. Donc, vous êtes simplement invité par le simple affichage de l'existence d'une réunion de négociation sur le PAP dans l'entreprise. Très bien. Continuer sur, on a abordé la question déjà de la reconnaissance des établissements. Camille a mis aussi un point de vigilance sur cette reconnaissance d'établissement. On voulait tout simplement rajouter, on a vu, s'il y a reconnaissance d'établissement, il faut un accord dédié, mais la question, dans tous les cas, doit être tranchée pour qu'on puisse avancer dans notre protocole électoral. Dit autrement, la décision d'aller sur un CSE unique va déterminer par la suite les collèges et les sièges et la question des sièges. Donc, on doit se mettre d'accord sur finalement, est-ce qu'on va reconnaître un établissement unique ou il y aura plusieurs établissements dans la constitution de notre dialogue social. Point important, si jamais il n'y a pas de négociation qui permet d'arriver à un accord sur la reconnaissance, l'employeur, il peut, comme on l'a vu sur d'autres questions, prendre ce qu'on appelle une discussion unilatérale pour dire finalement, voilà quels sont les établissements que je reconnais, mais à ce moment, il peut y avoir aussi la possibilité de contester cette décision, mais ça passe par une saisine de l'administration.
Donc, vous vous doutez que c'est des éléments qui vont allonger la négociation. Et donc, attention, justement, quand on le disait, quand vous allez définir votre calendrier des négociations, réfléchissez à ces différents points parce que la question de la reconnaissance d'établissement, ça peut nécessiter des discussions qui sont parfois assez laborieuses. Oui, il y a une question. Monsieur Wisniewski, allez-y. Oui, j'en profite, oui, tu fais bien d'intervenir là-dessus parce que souvent ce que font les employeurs, c'est qu'ils sautent sur l'occasion, en ne faisant qu'un CSE unique, de se dispenser d'un CSE de groupe. Ça les ennuie considérablement. Donc c'était pour ça que c'était important de bien définir le périmètre, justement, et de garder les CSE quand il y en a déjà en place, et de les maintenir surtout. Merci. Si. Oui, et effectivement, la question aussi rejoint toutes les problématiques qu'une bonne partie d'entre vous, je pense, vous avez rencontrées dans les cas en premier mandat, c'est la proximité. C'est l'effet que la configuration CSC a eu énormément d'impact sur tout ce qui était les mandats de proximité, donc parfois des CSE qui étaient trop centralisés et qui étaient un peu loin de la réalité de certains métiers ou de certains établissements, de certains bassins d'emploi. Donc, il y a toutes ces problématiques, il faut les regarder aussi sur l'expérience que vous avez pu avoir sur cette première mandat CSE et la capacité à être proche sur vos prérogatives locales. On peut continuer, peut-être comme ça on laisse du temps à la jurisprudence parce que je pense que c'est un sujet qui vous intéresse, donc je vais passer plus rapidement sur les certains sujets pour laisser du temps à Camille pour présenter les éléments de jurisprudence. Juste sur les collèges électoraux, on l'a abordé. En principe, les salariés sont répartis sur 2 collèges, ouvriers employés et un autre collège qui reprend les statuts ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et cadres. Et il y a un 3e collège cadre qui doit être constitué, comme disait Camille, s'il y a plus de 25 cadres qui sont déjà présents dans l'établissement ou dans l'entreprise, donc obligation de constituer les collèges cadres. On ne peut pas déroger. C'est une règle d'ordre public. Il peut y avoir, malgré tout, je l'évoquais rapidement, une exception sur les nombres et la composition de collèges pour peu qu'on peut faire valoir la particularité de certains métiers ou la représentativité sur certains établissements. Attention, parce que si c'est le cas, là, on doit être sur un accord unanime au niveau des organisations syndicales représentatives. Ça veut dire que tous les syndicats doivent être d'accord pour dire oui, nous, on va reconnaître un collège qui est particulier à notre population, à nos métiers, à notre organisation de dialogue social. Toujours, effectivement, pas possibilité de supprimer les collèges cadres et dès qu'il y a 25 cadres qui sont présents, établissements ou entreprises. Pour ce qui est des simulateurs, un conforme vous invite, si vous le souhaitez, à vous servir de ces outils qui sont à disposition parce que ça vous permet d'avoir une première vision de répartition de votre électorat par collège sur la base de ce qui préconise la loi et qui va s'appliquer si jamais vous ne savez pas vous mettre d'accord avec l'employeur. Donc, c'est toujours important d'avoir ça comme point de départ. Pour ce qui est de la répartition de sièges, pareil, on ne va pas pouvoir rentrer dans les détails. Après, si vous les souhaitez, on pourra prendre un peu de temps par la suite avec les équipes qui les souhaitent. Mais sachez que les codes de travail ne disent pas, au fond, ne donnent pas de consignes sur la modalité de répartition des sièges dans le cadre de la négociation du PAP. Pour autant, il faut trouver une manière où vous allez finalement déterminer combien de sièges il y aura par collège. Donc, ce qui peut être un bon point de départ, je vous disais, pour savoir à peu près quels sont les enjeux de la négociation, c'est ce qui relève de la représentation proportionnelle au titre des attributions de chaque collège, parce que cette représentation proportionnelle,
elle sera aussi potentiellement appliquée par l'employeur s'il n'y a pas d'accord. Et dans tous les cas, encore une fois, ça fait partie des choses que vous pouvez simuler. Donc ça va vous donner une première information sur la constitution de votre base électorale et de votre représentation. Pour le coup, si vous les souhaitez, pour laisser du temps à la jurisprudence, on ne va pas ouvrir les questions tout de suite. Je t'invite, Camille, si tu veux présenter les points les plus importants de la jurisprudence récente en matière du pape. Oui, alors je vais peut-être pas exactement procéder comme ça. Alors parce que c'est vrai que, bon, pour vous expliquer, l'actualité jurisprudentielle que vous trouverez dans le support, c'est en gros l'actualité jurisprudentielle des 12 derniers mois. Donc vraiment ce qui est actuel et les décisions rendues par la Cour de cassation en matière d'élection ces 12 derniers mois pour vous donner un peu la tendance. Ce n'est pas la jurisprudence, l'évolution de la jurisprudence depuis vos derniers mandats du cycle là qui va se terminer. Donc, c'est vrai que sur certains sujets, les points vont être un peu trop spécifiques par rapport peut-être à vos problématiques actuelles sur la négociation du PAP et sur les élections. Ce que je peux vous dire en grosse ligne sur l'actualité de la jurisprudence, c'est que là, ces dernières années, la Cour de cassation a surtout travaillé sur la question de la représentation équilibrée des hommes et des femmes et donc ses conséquences lorsqu'elles n'étaient pas respectées. C'est vraiment l'un des enjeux qui a intéressé un peu le plus la Cour de cassation ces dernières années. Les conséquences sont extrêmement importantes parce que lorsqu'on ne respecte pas ces règles de représentation équilibrée, eh bien, on perd des sièges. Et c'est vrai que la Cour de cassation a fait preuve d'une particulière sévérité et elle continue à être extrêmement sévère parce qu'il y a eu des tentatives de contournement de ces règles qui ont essayé d'être mises en place par les organisations syndicales sans qu'aucune n'aboutisse. Par exemple, le fait de prévoir dans le PAP qu'on se dispense parce que considération spécifique de l'entreprise de l'application de ces règles, ça n'est pas possible, c'est des dispositions d'ordre public, la Cour de cassation est venue le préciser. Même si vous êtes dans l'impossibilité matérielle, parce que vous n'avez pas de femmes que toutes les femmes de l'entreprise ne veulent pas se présenter, même s'il y a cette impossibilité matérielle, pareil, ce n'est pas un motif qui permet d'échapper aux sanctions de la représentation équilibrée, donc pour vous dire à quel point c'est sévère. La Cour de cassation est également venue préciser qu'on ne peut pas, entre guillemets, attendre les annulations des élus qui sont mal représentés sur la liste des titulaires pour faire monter les suppléants à leur place et donc contourner ensuite les conséquences de l'annulation des élections des titulaires. Dans ces cas-là, la Cour de cassation dit que si l'élection du titulaire a été annulée parce que non-respect des règles sur la représentation équilibrée des hommes et des femmes, eh bien, le suppléant ne peut pas monter sur son poste. Donc, on perd vraiment et définitivement des sièges et on dépouille complètement le CSE de ses élus. Donc, c'est vrai que ces questions-là de représentation équilibrée sont vraiment à examiner à la loupe. Alors, elle a ouvert quand même un peu des possibilités, la Cour de cassation, notamment sur la possibilité de faire des listes incomplètes, c'est-à-dire de présenter moins de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir. Mais là encore, elle est extrêmement sévère, c'est-à-dire que lorsqu'on présente des listes incomplètes, il faut impérativement qu'on respecte la proportion quand même hommes-femmes sur cette liste incomplète et que le recalcul du nombre de sièges au regard du nombre réduit de candidats présentés ne peut pas conduire à exclure le sexe qui aurait dû normalement être représenté. C'est-à-dire, par exemple, si sur une liste complète, je devais avoir au moins une femme, je ne peux pas, en recalculant et refaisant ma popote sur la proportion, finalement présenter une liste où il n'y a plus de femmes.
Voilà, en gros, pour les grandes nouveautés sur la mixité, il y en a plein d'autres. Hein. C'est vrai que rien que le sujet de la représentation équilibrée, on pourrait y passer 3 heures. Mais c'est ça qui a surtout occupé la Cour de cassation. Après, la Cour de cassation a été également occupée à examiner le vote électronique. C'est sur ça que je voudrais peut-être finir. Le vote électronique, la Cour de cassation... pour le coup, est assez indulgente finalement par rapport au vote électronique. Pareil, le vote électronique a été beaucoup décrié. Il est pratique et très apprécié dans des entreprises, mais dans d'autres, il a été l'occasion de failles de sécurité, de problématiques de détournement des votes de façon assez massive. Donc, il a été extrêmement critiqué. Et effectivement, c'est un vote qui, sur le papier, comme ça, peut paraître extrêmement sécurisé, mais qui, dans sa mise en œuvre, peut poser pas mal de problématiques, notamment sur le caractère secret du vote, le caractère personnel du vote. Du moment où on peut voter avec son smartphone et que, finalement, pour rééditer des codes et des identifiants, il suffit juste d'appeler un numéro et donner son nom et son prénom, c'est facile d'avoir un détournement du vote par des personnes mal intentionnées. Et c'est vrai que du coup, ce vote électronique a été critiqué. Il y a eu pas mal de décisions rendues par la Cour de cassation ces dernières années sur le vote électronique, sans que jamais, en réalité, sa fiabilité soit réellement mis en cause. Alors récemment, il y a un arrêt du 10 juin, il me semble, de la Cour de cassation, où quand même, la Cour de cassation est venue sanctionner un vote électronique où il y avait effectivement un problème pour pas mal de personnes du collège 1 qui n'avaient pas eu accès à la plateforme de vote parce qu'ils ne pouvaient pas utiliser des ordinateurs facilement et que l'employeur avait refusé de leur permettre d'accéder aux ordinateurs présents dans l'entreprise. Là, la Cour de cassation est venue sanctionner le comportement de l'employeur en disant que l'exigence de fiabilité et de sécurité du système ne pouvait pas non plus justifier qu'on prive une partie de l'électorat du droit de vote. Mais c'est vrai que sur la question de est-ce que les plateformes sont fiables, est-ce que on doit respecter un certain nombre de principes, s'assurer que l'urne électronique est vierge juste avant l'ouverture de la plateforme. Tous ces petits moyens de droit d'irrégularité qui avaient été soulevés ont été relativement balayés par la Cour de cassation. Et c'est quand on arrive vraiment à démontrer que le vote électronique a été vraiment dévoyé dans son principe qu'on obtient gain de cause, notamment quand on est vraiment en mesure de démontrer que, par exemple, ce sont des personnes ont voté à la place d'autres. Mais il faut avoir vraiment un dossier extrêmement solide parce que la simple allégation sur ce point-là et la demande d'accéder à un certain nombre d'informations et d'informations informatiques sur ces plateformes ne suffit pas à convaincre les juges d'enquêter et de chercher à voir si effectivement il y a eu irrégularité au moment du vote électronique. Ce qui est intéressant et important à savoir dans le vote électronique, c'est qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour le sécuriser et s'assurer qu'on a un niveau de sécurité suffisant parce qu'on est tous à tomber dans le panneau de se dire, voilà, c'est quelque chose, c'est de l'informatique, c'est très sérieux, c'est très sécurisé, on ne peut pas rentrer dans la plateforme, il n'y aura pas de détournement du système, etc. etc. Sauf qu'on s'aperçoit petit à petit que nos outils informatiques peuvent vraiment être facilement attaquables et qu'il faut être extrêmement vigilant sur justement qui peut accéder à cette plateforme, comment, qui a accès à quel type d'informations. Et en tant qu'observateur du vote, dans le cadre de la négociation du PAP, il peut être intéressant de négocier le plus de droits de contrôle et de droits de regard sur ce vote électronique. Quelque chose d'aussi bête que, par exemple, négocier la façon dont les électeurs qui ont perdu leurs identifiants, leur mot de passe, peuvent se les faire réadresser. C'est un point de vigilance extrêmement important. Effectivement, s'il suffit d'appeler la plateforme de vote, donner votre nom et votre prénom et on vous donne de nouveaux codes, c'est absolument pas sécurisé. Et c'est vrai que la Cour de cassation l'a redit récemment. Pour valider
un vote électronique, là en l'occurrence, parce qu'elle a considéré que c'était suffisamment sécurisé. Mais sur les informations qui étaient demandées, elle considère qu'effectivement, le fait de demander nom, prénom et lieu de naissance, et pas date de naissance, mais lieu de naissance, c'était suffisamment sécurisé parce qu'elle considère que le lieu de naissance, ce n'est pas une information facilement accessible, à la différence de la date de naissance. La date de naissance, c'est typiquement l'information qu'un nombre important de personnes peuvent avoir. Et c'est du coup un processus de réédition qui n'est pas du tout sécurisé. Donc là encore, vous voyez, c'est simplement pour vous donner des exemples sur justement les problématiques actuelles qui intéressent la Cour de cassation. J'ai choisi 2 sujets extrêmement précis, la représentation équilibrée et la mixité. Après, sur l'état de la jurisprudence actuelle sur les 12 derniers mois, vous pourrez prendre connaissance du support et des différentes cas d'espèces et évolution de la jurisprudence sur différents points. Peut-être un point qui est aussi extrêmement important pour compléter la question du vote électronique, c'est désormais l'obligation de l'employeur de négocier sur ces questions, parce qu'il y avait beaucoup, au début, il y avait beaucoup d'employeurs qui l'imposaient. Il me semble qu'il y a eu des évolutions, Camille, sur oui, il y a une évolution, mais comme il y en a eu dans plein de sujets, c'est ça, c'est le problème de devoir choisir des sujets. Sur le vote électronique, effectivement, comme le vote électronique a pu être mis en place de façon unilatérale par l'employeur, c'est vrai que les employeurs ont utilisé cette faculté et n'ouvraient même plus une négociation. Là, et c'est ça qui est effectivement important dans le cas du PAP, c'est que s'il veut mettre en place un vote électronique, il doit ouvrir une négociation justement sur ce sujet précis. Et c'est à l'occasion de cette négociation que toutes ces problématiques d'organisation du vote pourront être soulevées par les organisations syndicales et sécurisées pour reprendre la main sur quelque chose qui vous échappe s'il n'y a pas de négociation. Donc, il y a l'obligation d'ouvrir une négociation, mais ça reste simplement une ouverture ça reste simplement une obligation d'ouverture de négociation et pas de conclusion d'un accord. Donc, à partir du moment où il a entre guillemets, ouvert une négociation, reçu loyalement les organisations syndicales, mais ensuite, il n'y a pas eu d'accord. Il a respecté ses obligations et il peut mettre bien évidemment en place le vote électronique tout seul, selon les modalités qu'il a choisies. Non, mais je sens c'est important, comme tu le disais, de savoir qu'il y a une obligation de négocier, alors que beaucoup des équipes restaient encore dans l'idée que l'employeur décidait de manière unilatérale d'appliquer les votes électroniques, sachant que ça peut avoir des conséquences sur les taux de participation. Donc là, désolé, on a dépassé un tout petit peu les temps en partie, mais les sujets sont passionnants. On sait qu'il y a beaucoup d'enjeux derrière cette question. Comme disait Donatien, on pourra vous faire des réponses écrites qu'on va vous communiquer avec les supports sur toutes les questions qui ont apparu dans les chats. Et si on pourrait vous inviter sur quelques préconisations qui pourraient vous aider. C'est très important, comme on le disait, de faire les bilans de tout ce que vous avez vécu au niveau de votre premier mandat, hein, parce que les premiers mandats pour beaucoup d'équipes, ils ont été lancés, ils ont dû faire face à la pandémie comme tout le monde, mais avec la particularité de mettre en place des dialogues sociaux à distance, et pour beaucoup, y compris dès les débuts de fonctionnement de l'instance, avec toutes les problématiques que vous avez rencontrées sur la reconstitution de la capacité à faire valoir vos prérogatives au niveau local, sur les mandats de proximité, les problématiques de santé, des conditions de travail qui, pour certains secteurs, se sont énormément dégradées. Donc, essayez aussi de vous reposer sur ce qui a été les vécus de ce premier mandat pour réfléchir surtout sur la négociation de l'accord des moyens, mais on l'a vu, il faut déjà un certain nombre d'éléments de les savoir en tête quand vous allez négocier les PAP et surtout essayer de prendre la main sur les calendriers parce que ça, c'est essentiel pour pouvoir se donner le temps de la négociation. S'il y a une dernière ou 2 dernières questions, on peut les prendre, sinon je pense qu'on va... Bon.
vous donner l'opportunité de répondre aux différents engagements et des marchés aussi. Il ne faut pas faire l'impasse sur un poste de chalet. Ouais, je voulais juste dire que de toute façon, pour qu'il en coûte au cours de la négociation, il ne faut surtout pas hésiter, soit à appeler Calentiste ou la personne qui est responsable du juridique au niveau du CSE pour se faire aider, hein, parce que c'est très compliqué. Enfin, moi, pour l'avoir mis en place au moment où les ordonnances tombaient les unes derrière les autres, ça a été vraiment extrêmement compliqué. En plus, il a fallu que je travaille au niveau du groupe et au niveau de chaque entreprise, de chaque établissement, puisqu'on avait justement défini le périmètre d'établissement ainsi, et ça a été très compliqué. Mais surtout, ne jamais rester dans le doute, si à défaut d'information, toujours contacter quelqu'un qui puisse aider. Oui, parce que c'est vrai que dans le PAP, en fait, chaque clause du PAP a un enjeu. Les effectifs, le nombre de collèges, le nombre de sièges, chaque clause a un enjeu. Et c'est vrai que ça peut être difficile de pouvoir déterminer quel est l'enjeu de la clause, quelles sont les marges de manœuvre, comment on se positionne par rapport à certaines choses. Et c'est vrai que c'est d'autant plus difficile que l'employeur, en général, il vient avec son document déjà tout fait en vous disant, voilà, vous signez en bas à droite et voilà, c'est juste les modalités d'organisation des élections. Ça va beaucoup plus loin et c'est vrai que il faut être vigilant sur ces différents points. Autre chose sur le PAP, c'est vrai qu'il faut savoir que ce document, il est technique. Il est extrêmement technique. Il y a des points on ne peut pas les bouger. Il y a des points qu'on peut les bouger. Donc, c'est vrai qu'avoir un peu un accompagnement sur ces différents aspects, ça me semble effectivement très important. Ce qui est important aussi, c'est de bien prendre en considération que quand on entre dans la négociation d'un PAP, en tant que partenaire de négociation, il est normal et tout à fait évident que vous demandiez à votre employeur un certain nombre d'informations. Et votre employeur est dans l'obligation de vous les donner. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas négocier correctement un PAP si vous n'avez pas les informations sur les effectifs actualisés, les classifications des salariés, le nombre de CDD, etc., etc. Donc, toutes ces informations, vous êtes en droit et vous devez les demander en début de négociation pour négocier correctement. Voilà quelques préconisations en plus par rapport à ce qui a été indiqué précédemment. Et juste pour compléter, Laurent, pour ceux qui sont adhérents aux organisations syndicales et qui constituent des listes syndicales, il ne faut pas hésiter à contacter vos fédérations et vos syndicats parce qu'il peut y avoir aussi des stratégies à ce niveau-là qui sont importantes de faire valoir à ce moment, au moment de la négociation du PAP. Donc, ça peut à la fois être un point d'appui, mais plus largement, les syndicats, ils peuvent vous donner des éléments qui vous permettront de garder à l'esprit la question de votre représentativité au sein de la structure. C'est ça. Sans compter que des fois, on est obligé, moi ça avait été le cas, de faire des accords avec un autre syndicat dans le cadre de candidats dans les collèges. C'était déjà assez compliqué comme ça. Et puisqu'on parlait d'historique, moi j'avais réussi à imposer à l'employeur que 2 collèges, cadres et non cadres. Et parce que du coup, je trouvais que 4 collèges, c'était un peu obsolète. Et du coup, ça avait été évoqué, on avait pu permettre l'émergence de métiers encadrants qu'on avait pu réussir à passer dans le collège cadre et qui, du coup, ces gens-là se sont vus promus et avoir une prime supplémentaire sur leur salaire grâce à ça. Ça a aussi cet impact-là, le PAP. Hein. Mais par contre, c'est vrai que c'est pas facile à mettre en place. Hein. Mais tu as raison, hein, il faut se retourner vers ces organes pour se faire aider. Ne pas hésiter à le faire, hein, c'est sûr. Merci beaucoup pour votre participation, pour votre écoute. Merci d'avoir respecté aussi les règles qu'on s'est données pour que ça puisse, tout le monde puisse s'exprimer et ça puisse se passer correctement. Et donc, encore une fois, on reste à votre disposition si vous souhaitez aller plus loin dans certains sujets. On va vous communiquer les supports et les questions écrites qu'on a eues par chat. C'est ça. Donc, vous aurez du support, donc la réponse à vos questions. À la fin du support, donc, vous retrouverez les différents moyens de nous contacter, hein, que ce soit site internet, adresse mail, etc. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer des questions et éventuellement supplémentaires par ces biais-là. OK. Merci.
Merci beaucoup. Bon Merci. restitution. Bon appétit et bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Merci bien. Au revoir à tous. Au revoir.